Bienvenue dans ce nouvel épisode de State of Food. Aujourd'hui, on va parler avec le général Pellistrandi de sécurité alimentaire, de guerre hybride et des nouveaux fonds de la souveraineté alimentaire. Merci de nous retrouver sur le plateau de State of Food et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le général Jérôme Pellistrandi qui vient entre deux plateaux pour nous parler un petit peu food comme on est d'habitude ici. Je vais un peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes Saint-Cyrien, général, ancien chef d'état-major au corps de réaction rapide France, rédacteur en chef de la Revue de la Défense nationale. Et en fin de compte, on vous entend très souvent sur les plateaux médias parler de l'actualité, des conflictualités modernes, je vais dire, et des problématiques. Vous avez très très tôt, et moi je me rappelle qu'on a eu une discussion sur ce sujet, alerté sur la transformation de la guerre froide qui était plus floue, plus diffuse, plus systémique. Et en fin de compte, je souhaitais qu'on aborde aujourd'hui autour de ce petit talk un angle qui est assez peu exploré, qui est l'alimentation comme levier stratégique et cible des guerres hybrides. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes souvent exprimé et qui est en fin de compte pilier de notre résilience nationale. En 2025, les guerres se mènent, on voit bien l'actualité nous le rappelle, et que ce soit dans les ports céréaliers, les data centers et même dans les imaginaires, on voit bien que ça évolue. Ma première question, qui est assez générale, et puis après on pourra un petit peu resserrer ça, est-ce que pour vous, l'alimentation est une affaire de défense ? Ah oui, bien entendu. Avec un paradoxe, c'est que lorsqu'on replonge dans l'histoire contemporaine, sans remonter au Moyen-Âge et les problématiques des famines ou des pénuries alimentaires, on a, avec la guerre de 1914, 1918 et 1939-1945, dire même pour la France, la problématique de l'alimentation de la population. En 1914, avec la mobilisation générale, les hommes partent au front, et il faut rappeler qu'à l'époque, 75% de la population est rurale, donc travaillant dans le secteur primaire, et que se pose dès l'automne, dès la fin de l'été 14, la problématique des moissons, puisque les hommes sont partis. Et donc, il faut mobiliser en quelque sorte femmes, enfants et personnes âgées pour moissonner. Et puis, au fur et à mesure que la guerre s'allonge, la problématique se pose d'alimenter, en particulier les villes. Alors, pendant la guerre de 14-18, c'est plus une problématique de main-d'œuvre dans le secteur rural, alors qu'en 1939-1945, avec l'occupation nazie, la question alimentaire est une question qui obsède en particulier les citadins, parce qu'une partie de la production agricole est volée, entre guillemets, volée par les Allemands. Donc cette question de l'alimentation, elle est centrale. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on ne se posait plus avec la consommation moderne, exactement. Et on s'est rendu compte au moment de la crise du Covid que là, mais comment on fait ? Si du champ, en passant par la grande distribution, ça ne fonctionne plus, comment on fait pour nourrir une mégapole comme la mégapole parisienne ? On peut dire encore que dans les zones rurales ou périurbaines, on peut trouver des palliatifs, mais il faut une organisation complexe pour alimenter parce qu'en France, les métropoles. Et la guerre en Ukraine a rajouté le fait et a démontré la vulnérabilité de notre système général concernant la question de l'alimentation. Alors, en France et en Europe, globalement, on n'a pas de problème d'alimentation, mais on voit bien que c'est devenu un enjeu. Souveraineté alimentaire et agricole au niveau de l'Europe, mais on voit que dans d'autres pays où les questions de développement sont centrales, c'est aussi un facteur de risque, et ça peut être un facteur qui, avec les crises et les guerres que nous connaissons, peut aggraver la situation, bien sûr, des populations. Alors, on voit bien que là, consécutivement, vous l'avez dit très justement, on prend un Covid et on prend une guerre énergétique. Enfin, une guerre énergétique, on peut quand même le mettre mettre guerre énergétique. Est-ce qu'en fin de compte, on a cette capacité à répondre, on a cette capacité de résilience pour avoir des crises comme ça successives sur des choses qui sont des enjeux majeurs? Parce qu'on voit que le boulanger, du coup, le prix du pain s'envole. On se demande, lui, se demande d'où va venir le blé, les agriculteurs d'où vont venir les intrants. On voit bien que les crises se succèdent les unes aux autres. Et en fin de compte, on se dit, mais est-ce que le système, il est assez fort pour ça ?
Oui, vous avez raison. Vous prenez l'exemple effectivement de la boulangerie. Problématique du boulanger, il a une matière première, la farine, essentiellement. La farine, elle est issue du blé. Bon, est-ce que c'est d'où vient le blé? Or, le blé est un actif stratégique. Et simultanément, il a la problématique de l'énergie, puisqu'il faut cuire le pain. Et donc, augmentation exponentielle du prix de l'énergie et prix de la farine, bah, ça fait que la baguette augmente. Paradoxalement, ça a toujours marqué d'ailleurs l'histoire européenne. Le prix du pain, on sait ce que ça avait donné à la Révolution française. J'allais dire, voilà. Mais alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le mode alimentaire globalement européen ne repose plus sur le pain tel que c'était au XVIIIe siècle, mais on voit bien que ça a un impact très fort, et donc qui amène à réfléchir sur comment améliorer le système avec un point qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, penser qu'on peut avoir une autarcie nationale agricole serait pure folie. Penser qu'on pourrait, à l'intérieur de nos frontières, produire 100% de notre agriculture pour produire 100% de notre alimentation, aujourd'hui, c'est strictement impossible. Il faut trouver des équilibres parce qu'il y aura forcément importation, exportation, mais il faut rendre la chaîne beaucoup plus robuste. Vous m'ouvrez un petit peu à la prochaine question. On sait que par exemple l'Italie, elle a un débat en ce moment sur l'autonomie du blé, qu'en France, nous on importe la moitié de nos fruits et légumes, je ne parle même pas des poulets, des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on sorte de cette doctrine de l'autonomie? On sait bien que ça, vous l'avez dit très justement, mais ce serait quoi le pendant à ça? On est quand même extrêmement dépendant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude qui est sortie, une étude très sérieuse et scientifique, qui expliquait en cas de conflit, le seul pays qui arriverait à être à peu près autonome, c'est Cayenne. Hein. Ça fait quand même un peu loin, quoi, et puis ça ne fait pas grand-chose. Et donc, comment on fait en fin de compte pour sortir de ça? Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il faut prendre en compte le consommateur. Parce que, on peut produire, mais il y a le consommateur. Et on voit bien qu'il y a contradiction dans ce que le consommateur veut, et ce que le lecteur veut, et ce que le citoyen souhaite. Donc, le fait, par exemple, que la saisonnalité... C'est-à-dire, beaucoup de gens, de consommateurs, ne savent plus ce qu'est la saisonnalité. Bon, il faut avoir de tout le temps. Bon. Or, la production dans le domaine agricole, elle est très marquée par la saisonnalité. Il est clair que les fruits et légumes, les fruits, c'est plutôt printemps-été. Au cœur de l'hiver, les cerises ou les fraises, c'est plus compliqué. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte comme des contraintes, parce que, il faut être honnête, on ne reviendra. C'est très difficile de revenir en arrière. Les habitudes de consommation, bien sûr. Les modes de vie, avec des pratiques complètement différentes entre le jeune urbain qui vit dans le 4e arrondissement à Paris. Il n'a pas du tout la même approche que la mère de famille en périurbain du côté d'Épinal. Bon, donc ça aussi, c'est un élément qui est très, très complexe. Ensuite, se pose la question des responsabilités des acteurs. Et bien sûr, il y a les producteurs qui, eux, produisent avec le fait que ils ne font pas ça bénévolement. Non, mais très peu payés. Très peu payés. Un agriculteur, on peut comprendre qu'il va chercher à optimiser sa production, que ce soit dans le domaine fruits, légumes, céréales, production légumière ou production animale. Il va chercher à optimiser là-dessus. Vous rajoutez bien sûr toute la problématique de l'industrie agroalimentaire et puis bien sûr les centrales. Et puis après, effectivement, les grandes centrales d'achat, les hypermarchés. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des œufs ukrainiens chez Carrefour. Exactement, avec le fait que d'un côté, le consommateur est très content de payer moins cher son œuf ukrainien, et en même temps, il va râler en disant « Ah oui, c'est pas normal que le poulet soit ukrainien. » Et j'oubliais, pardon. Je vous en prie, en général. Quel rôle doit-on assurer? Quel rôle a l'État? Est-ce que l'État doit organiser ou est-ce que l'État est un facilitateur? Et bien sûr,
n'oublions pas la dimension européenne qui se rajoute. Donc le paysage est très, très complexe, avec le fait que il y a beaucoup d'acteurs s'ignorent et rares sont ceux qui ont finalement la vision globale du système. Et du coup, j'ai deux petites questions qui me passaient dans l'esprit. C'est qu'en fin de compte, enfin, moi, j'ai toujours entendu, mais je ne suis pas militaire, donc nous, on pensait qu'on allait faire des grandes guerres, ce qu'on appelle des guerres à haute intensité. On voit bien que ce n'est pas le cas, c'est des espèces de conflits un peu dans plein de régions qui explosent, qui sont peut-être même plus compliqués et plus dangereux. Comment on fait, et est-ce qu'il faut protéger nos infrastructures, et comment on fait pour les infrastructures alimentaires, pour les protéger, parce que ça devient vital. Alors, je crois que la problématique, c'est qu'on a changé de type de guerre. On va dire en gros que depuis la chute du mur de Berlin, donc il y a déjà un certain nombre d'années, fin du XXe siècle, jusqu'en 2020-2021, avec la chute de Kaboul en Afghanistan, pour la France du moins, les guerres que nous avions à mener, ou opérations extérieures, on n'avait pas le choix, mais elles n'avaient pas de conséquences directes sur notre organisation sociale et sociétale. Bon, bien sûr, l'Afghanistan c'était loin, le Sahel c'était loin, bien sûr, se poser des questions de flux migratoires, mais il y a une vraie bascule aujourd'hui. Et cette bascule, elle a été initiée par la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine à partir du 24 février. Et aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe notamment donc, entre l'Iran et Israël. Aujourd'hui, il faut bien être conscient que le rapport de force est devenu la norme qui l'emporte sur le droit international. Et donc ça change complètement notre façon de voir et d'appréhender la conflictualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là il y a une responsabilité de l'État et des grands acteurs pour prendre en compte, parce que on a un adversaire, qu'on peut même parler d'ennemi, c'est la Russie, avec le paradoxe que la Russie est à la fois un producteur d'énergie, la France est peu concernée, mais c'est aussi par exemple un producteur d'engrais, donc extrêmement important. Or, aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle période d'affrontement majeur, dans lequel nous devons anticiper. Voilà. Et qu'aujourd'hui, par exemple, réfléchir sur la filière des engrais, c'est quelque chose qui devient essentiel. Alors évidemment, la problématique, c'est que c'est pas très porteur sur le plan, on va dire, médiatique ou politique, mais c'est là où la dimension européenne s'impose. On le voit, il faut revoir complètement notre mode de fonctionnement, producteur-consommateur, pour intégrer aujourd'hui cette question d'une véritable menace. Ne serait-ce que, par exemple, je vais prendre un cas très concret, une cyberattaque contre les grands distributeurs, vous paralysez le système. C'est-à-dire qu'imaginez que, un lundi matin, les systèmes informatiques de Carrefour, de Leclerc, de Système U soient paralysés, comment on fait ? Avec, en plus, le fait, par exemple, que vous paralysez, par exemple, les distributeurs d'argent liquide par carte bleue, bien sûr, comme ça, on fait comment ? Comme ils ont eu en Espagne il n'y a pas longtemps, où ils se sont retrouvés en blackout total. Bien sûr, et vous faites, vous ne pouvez dire, paradoxalement, si je redescends au niveau du consommateur, je ne peux même plus acheter. Je ne peux plus aller à la supérette du coin, puisque je n'ai pas d'argent pour payer. Donc là aussi, il y a tout un travail de réflexion. C'est aussi la question de la résilience de la nation, et dans lequel, effectivement, la question agricole et alimentaire, elle est centrale. Et est-ce que vous pensez qu'en France, on est préparé à ça ? Je n'ai pas l'impression. Je vous donnerai un petit exemple et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a quelque temps, le Premier ministre indien a dit nous, on n'exporte plus de riz basmati parce que c'est d'abord pour nos populations. Donc, par le jeu géopolitique des alliances, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui influe le Premier ministre indien qui lui dit écoute, non, maintenant ton riz, tu le donnes plus à l'Occident, ils sont bien gentils, mais voilà. Est-ce qu'on a des plans B ? Est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on se rend compte de ces enjeux géopolitiques et de ces jeux d'influence ? Je pense que non. Pourquoi ? Parce que la régulation du riz, je veux dire, en France, en fait, c'est le consommateur. Tiens, le riz a augmenté,
mais ça s'arrête là. Ouais. C'est-à-dire que ce qui poserait un véritable défi, c'est si, par exemple, effectivement, le prix à la caisse des féculents, riz, pâtes, passé, était multiplié par 3 ou 4. Parce que là, finalement, même si on a beaucoup parlé d'inflation il y a encore quelques mois, mais globalement... Non, on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Et puis, il faut aussi souligner que dans le panier de la ménagère, la part alimentaire n'est plus centrale comme elle pouvait l'être. Donc, je ne dirais pas que c'est indolore, mais... et c'est là, d'ailleurs, il peut y avoir la responsabilité, notamment des grandes centrales de distribution, c'est-à-dire que on va baisser sur la qualité. On a une descente en gamme quand même. On descend, exactement. Et donc, ce qui fait que pour le consommateur, finalement, ça paraît anodin. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne s'est jamais posé la question, en France, de pénurie. Alors, de temps en temps, au moment du Covid, il y a eu la pénurie de sucre et de farine. Avec des pénuries... alors là, où il y a un problème qui est alimenté par les réseaux, sociaux. D'ailleurs, quand on se précipite et on fait des stocks, moi je me souviens, c'est des gens qui font des stocks. Des choses qui sont jetées après. À la fois aussi bien de papier hygiénique que de stock, de boîtes de sardines. Bon, mais il est vrai que aujourd'hui, le consommateur n'est pas du tout dans une logique finalement de raisonnement sur ces questions-là. Alors, si le consommateur, lui, excusez-moi du terme, s'en fout, qui doit assumer la responsabilité? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que, bien sûr, il y a les producteurs, mais voilà, et c'est là où ce qui est compliqué, c'est que c'est un domaine qui est très dispersé, dans lequel les acteurs ont des intérêts divergents et raisonnent très souvent à court terme. Parce qu'en fait, quand on voit bien qu'il y a une strate qui est nationale, mais il y a aussi une strate européenne qui s'imbrique. Et en fin de compte, il y a toujours, moi j'ai toujours entendu parler depuis que je suis petite des stocks européens, mais je ne sais pas ce que ça représente, et du beurre de Noël européen, je ne sais pas si ça représente vraiment beaucoup et si ça pourrait en cas de crise aider. Vous connaissez un petit peu l'organisation européenne à ce niveau-là? Oui, alors il est vrai que mais qui était lié aussi au prix pratiqué envers les producteurs. Donc, où, à un moment donné, on a stocké du beurre pour dire que la rémunération du producteur laitier ne s'effondre pas. Voilà. Là aussi, c'est des questions qui sont complexes parce que c'est à la fois une question de volume. Il faut produire des quantités astronomiques. Il faut nourrir l'Europe, c'est presque 500 millions d'habitants. Et au coût le plus bas possible, parce que le consommateur, il n'a pas envie de payer. Et en même temps, il faut rémunérer. Donc c'est ça aussi ce qui est très compliqué. Il y a un exemple qui est assez intéressant, mais qui échappe complètement, d'ailleurs, je dirais, aux consommateurs. C'est tout ce qui a été fait, alors, du moins en Europe, sur la pêche. Où on va dire par rapport à la diminution de la ressource halieutique, mais il a fallu des années pour mettre tout le monde d'accord. Et encore, on n'est pas arrivé à un consensus. Mais on voit bien, par exemple, que si on ferme la pêche dans le golfe de Gascogne pendant un mois, les marins pêcheurs, à juste titre, vont dire « Mais moi, je fais comment ? Il faut bien que je paye mes salaires et mes charges. » Et en même temps, il faut préserver la ressource pour que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a encore de quoi pêcher. Ça aussi, c'est un véritable problème. Et qui doit se traiter au niveau européen, mais également au niveau international. Et c'est là où ça devient très compliqué. Parce qu'on voit bien que, entre guillemets, on peut dire que nous, Européens, nous sommes relativement vertueux par rapport à l'exploitation des ressources de la mer, ressources agricoles, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres pays. Je pense par exemple au Brésil, où la déforestation pour produire davantage de soja, même en Indonésie. Voilà. Et donc, comment sortir de cette spirale, de cette surexploitation, tout en... Et ça aussi, c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire que il est relativement facile, quand on est européen et français, de parler de décroissance quand on a tout. Et de dire, voilà...
Aux autres de faire l'effort. Et de dire aux autres, ben, vous allez faire le même effort que nous. Ouais. Ça aussi, c'est compliqué. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose, bien entendu. Évidemment. Du coup, c'est une question que j'avais posée. On a eu le plaisir de recevoir Stéphane Layani sur le plateau. Et je lui demandais, mais vous savez que les Chinois, par exemple, achètent des terres en France, que la Turquie, elle est en train de sécuriser aussi ses terres. Alors eux, ils se cherchent du côté de l'Afrique de l'Ouest. On voit bien que l'Afrique, maintenant, devient un enjeu, c'est un grenier, en vérité, et pas que pour l'alimentaire, on aurait pu aussi aller sur des matières rares. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France ? Mais ça, c'est aussi toute la problématique de la relation, et elle est très ancienne, entre l'exploitant, le propriétaire, le rôle de l'État. S'il y a un domaine dans lequel, et quand on remonte, on va dire, même à partir du Moyen-Âge, quand l'économie moderne, entre guillemets, se met en place à partir, on va dire, du 11e, 12e siècle, quand on a les grandes foires de Champagne qui créent un début de commerce international et de régulation, la propriété de la terre, quel rôle donner à l'État pour réguler la propriété foncière. Et ça, c'est extrêmement complexe, parce que à la fois, l'État, finalement, est obligé d'intervenir, alors on va dire en gros jusqu'au XVIIIe siècle, pour réguler notamment les questions de pénurie alimentaire qui existent. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que le développement, quand on reprend dans l'histoire contemporaine de la France, le développement du réseau routier, quand on crée les ingénieurs des ponts et chaussées au XVIIIe siècle, donc l'idée est d'améliorer la viabilité des routes, donc en créant de véritables routes, pour également, par la création des routes, au XVIIIe siècle, il y a une démarche économique là-dedans, parce que ça permet de transporter plus de marchandises et donc de gérer, pouvoir transférer d'une région à l'autre. Bon, voilà. Et donc c'est aménager le territoire à des fins de production. Bon, avec le fait que ça a été quand même la révolution, enfin la transformation du monde agricole après la Seconde Guerre mondiale, obéissait aussi à cette volonté à la fois de faire progresser notre agriculture, ce qui, entre parenthèses, a quand même permis l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs, même si leur nombre a considérablement chuté, et d'améliorer la productivité. Alors après, bon, il y a pu y avoir effectivement des dérives, mais quand on fait l'état des lieux de l'agriculture, je pense à la Bretagne parce que j'ai ma maison dans les Côtes d'Armor en 2025, et enfin, si on compare à la sortie de la guerre en 1950, il n'y a pas photo. Voilà. Mais c'est vrai que, là aussi, quel rôle pour l'État dans quelque chose où il y a toujours eu la volonté d'une forme d'indépendance du producteur. Voilà, et l'État régulateur. Oui, mais on voit bien que quand il y a une période de crise, comme là par exemple le Covid a été un crash test, on dirait ça peut-être comme ça chez les militaires, un espèce de crash test, et on s'est bien rendu compte qu'on était extrêmement fragile. Et ça m'a fait une question, alors ça va peut-être vous faire sourire, est-ce qu'il est encore réaliste, moi c'était une conversation que j'avais une fois avec des gens du ministère, de compter sur les militaires pour, en fin de compte, s'occuper, en fin de compte, du rôle nourricier des populations en cas de crise, ou est-ce que c'est un délire personnel que je peux avoir ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le rôle des militaires. Par contre, ce qui est fondamental, c'est le rôle de l'interministériel. D'ailleurs, on l'a vu au moment du Covid, les militaires ont participé, par exemple, pour la gestion et le transport des masques. Souvenez-vous, il y a eu plus de masques, et donc ça devenait une denrée rare là-dessus. Là où il peut y avoir un rôle qui est assez important, c'est, par exemple, le transport. Par exemple, les flux de céréales, c'est pas dans des camionnettes. C'est là où l'État a sa responsabilité. Donc, on va penser, par exemple, le train joue un rôle majeur, la voie fluviale. Et ça, c'est très curieux de voir. Je suis assez étonné parce que, par exemple, le premier utilisateur de la voie fluviale en France, ce sont pour les péniches, c'est le transport de céréales. Bon.
Et c'est fondamental, parce que transporter les céréales, c'est des dizaines de milliers de tonnes. C'est pas... Bon. Et je suis très étonné de voir, par exemple, on a actuellement la construction du canal Seine-Nord-Europe, qui va permettre de relier en quelque sorte le bassin parisien vers l'Europe du Nord, qui va permettre des transports massifs, et notamment de produits agricoles, et de voir, de même par exemple que le Rhône joue un rôle très important, et de voir que certains partis écologistes sont totalement contre le transport par voie fluviale. Je trouve ça aberrant. Alors, et sous quel prétexte, parce que transport de masse, donc, égale en gros grand capitalisme. Ah, voilà, ouais, donc quand vous voyez... alors qu'au contraire, avoir justement des transports performants, écologiquement responsables, la voie fluviale, c'est le transport le plus écologique qui soit, permet finalement de déplacer des masses considérables de blé, par exemple. Nous exportons du blé. Nous exportons du blé aussi vers vers des pays qui sont demandeurs. Parce que, il y a une vraie demande, et je pense notamment en Afrique. L'Afrique n'est pas autosuffisante en blé. On leur a appris le blé, maintenant il faut leur en donner. Exactement. Et donc, voilà, là aussi, il y a beaucoup de contradictions. Mais pour en revenir, oui, l'interministériel a un rôle à jouer, notamment dans la gestion de crise, pour organiser. Et puis, bien entendu, en cas de crise, et la situation actuelle, par exemple, avec le risque de blocage du détroit d'Ormuz, qui aura des conséquences. Dire si le détroit d'Ormuz est bloqué. Bon, bien entendu, hausse du prix du baril, qui se répercutera à la pompe. Mais qui va se répercuter. Alors nous, au quotidien, c'est pour prendre notre bagnole, mais qui se répercute surtout y compris pour le monde agricole. Parce que le tracteur, il fonctionnera. On ne reviendra pas au cheval. Et donc, ce qui fait que l'agriculteur, producteur, qui voit son gazole augmenter, il y a forcément une répercussion sur le prix du produit, et ainsi de suite. Et c'est là où il faut bien comprendre que ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz va impacter, dans le moindre village au fin fond de la Creuse, ça aura un impact, que ce soit par le prix du carburant ou par le prix du pain. Merci. Maintenant, j'aurais aimé qu'on parle un peu de cyberdéfense, un sujet que je vous ai souvent entendu parler. En fin de compte, par exemple, on a bien vu qu'au Brésil, ils ont eu une cyberattaque il n'y a pas longtemps. On voit bien tout ce qui est désinformation nutritionnelle sur les réseaux sociaux, évidemment. On voit bien les sabotages logistiques aussi. Quelles sont les menaces réelles qui pèsent sur notre système alimentaire français ? Elles sont extrêmement importantes. Alors, là encore, il peut y avoir, par exemple sur le cyber, différents types de menaces. Bon, avec parfois des menaces endogènes. C'est-à-dire, quand on l'a vu au moment de la crise agricole, on peut comprendre la colère des exploitants, mais aller démolir les locaux de la MSA et les circuits et la bureautique de la MSA, ça permet peut-être d'évacuer sa colère, mais ça ne résout pas le problème. Bon. Donc, il y a tous ces aspects-là. Ensuite, il y a... alors, globalement, au niveau de la production, le risque cyber est assez limité. Mais on peut l'avoir dès qu'on passe dans la phase de transformation du produit agricole, où là, on peut faire un certain nombre de manipulations, de blocages. Voilà. Qui peuvent être aussi, ou des actions visant à instaurer un climat d'incertitude et de crainte. Bon, il y a un volet qui est essentiel, c'est d'ailleurs, alors c'est pas tellement le cyber, mais c'est la protection, justement, des centres de production. Regardez par exemple sur le plan sanitaire. Ça, c'est un domaine qui est très complexe, où on peut facilement... il y a par exemple tous les réseaux d'adduction d'eau. On peut les manipuler, on peut faire que l'eau ne soit plus potable, on peut
sur des produits, je pense notamment à tout ce qui est produits laitiers, garantir la sécurité Bien sûr. biologique. Et ce qui veut dire aussi que ça oblige notamment l'industrie agroalimentaire à renforcer ces mesures de sécurité. Donc on a à la fois à renforcer les normes de protection du consommateur. On le voit avec la dramatique affaire des petits-enfants là, qui ont voilà, mangé de la viande. c'est épouvantable. Bon, et là encore, avec le paradoxe du consommateur qui voudrait moins de normes, Ouais. et en même temps, on se rend compte que les normes sanitaires, c'est pas si mal que ça, quoi. Ouais. Bon, Mais en France, on a un problème, excusez-moi de vous couper, on a un problème, c'est qu'on a un service qui contrôle, mais ils sont pas assez nombreux pour contrôler tous les gens qu'ils ont à contrôler à la DGCCRF. Enfin, les pauvres... bien entendu. Il y a trop de demandes. Bon, et puis vous prenez, là aussi c'est un élément qu'il faudra prendre en compte, l'augmentation des périodes caniculaires sur la chaîne du froid, et qui concerne tout le monde. Alors, bien sûr, qui concerne le particulier qui fait ses courses, et s'il laisse dans la voiture, sur son parking, la chaîne du froid est là, mais ça concerne aussi les normes sanitaires dans la restauration, ainsi de suite. Et là, les risques vont aller en augmentant. Bien sûr. Et donc, comment garantir la sécurité? Là aussi, c'est un élément qui est extrêmement complexe, parce que on voit bien, il faut des moyens. Il faut des moyens pour contrôler. Ça, c'est dire. Et les moyens pour contrôler, c'est souvent des personnes. Ouais. Et si on n'a pas ces personnes pour assurer le contrôle, c'est là aussi toute la protection de la biodiversité qu'il faut prendre en compte. Alors, je sais que c'est un sujet qui est complexe parce que on n'aime pas être contrôlé, mais en même temps, on voit bien que, alors avec bien sûr la problématique. On le voit autour du Mercosur, c'est-à-dire qu'on dit oui, mais pourquoi nous on est ultra normés et qu'on laisse entrer des produits qui eux sont sous-normés. Ouais, voilà. Mais là il y avait un petit deal qui était fait à mon avis sur les terres rares. Il y avait sûrement quelques dossiers d'autres sous-jacents. Bien sûr, et c'est ça ce qui est extrêmement compliqué. Une chose est sûre, c'est que il y a nécessité d'un travail de pédagogie. Ça, c'est quelque chose qui est complexe, dans lequel tout le monde a sa part de responsabilité. Mais c'est vrai, et je crois que c'est important, la prise de conscience que ce sont des choses qui ne sont pas simples à résoudre. Ce n'est pas une application qu'on met sur son smartphone qu'on peut développer en quelques semaines. Tout ce qui touche au monde agricole, ne serait-ce que par la saisonnalité, on voit bien que ça prend. Ça peut prendre des années, voire des décennies pour faire évoluer les choses. Et vous le dites souvent, en tout cas je vous ai souvent entendu dire, le contrôle des ressources est devenu vital. Et là vous me parlez de logistique et j'avais lu une publication de la FAO qui alertait sur les blocages logistiques au Sahel. Et en fin de compte, c'est des famines qu'on crée en définitive, qui fait que ça fait des mouvements de population et que ça crée des mouvements migratoires qu'on est toujours en train de dire qu'on veut pas, mais en fin de compte, on crée artificiellement des mouvements migratoires liés à ces guerres. Est-ce que ça devient maintenant des outils, cette création de ces flux migratoires, ça devient des outils de déstabilisation des pays? Totalement. Et là, on voit que l'arme alimentaire est utilisée. Je vais prendre un exemple qui est absolument dramatique, c'est hélas ce qui se passe dans la bande de Gaza, où l'aide humanitaire alimentaire est confisquée et redonnée. Et monnayée là-dessus. C'est-à-dire alors qu'en théorie, une aide alimentaire fournie par une ONG ou par des organismes des Nations Unies doit arriver directement aux consommateurs. Or, voilà, donc on le voit, l'arme alimentaire est utilisée avec, comme corollaire, vous l'avez dit, bien sûr, la problématique migratoire, avec, il faut être honnête, c'est un phénomène qui touche à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité, depuis qu'elle est humanité, on va chercher là où l'herbe est plus verte. Ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Alors maintenant, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, ça se fait dans un contexte de crise, de conflit et d'instrumentalisation. Je prends des exemples très concrets. Les flux migratoires du Sahel ou de l'Érythrée vers les côtes libyennes
là, c'est le retour à des routes d'esclavage, puisque les migrants sont traités comme des esclaves, manipulés par les passeurs, parce qu'il y a de l'argent à se faire, et c'est absolument dramatique. Dégueulasse, on va dire le mot. Hein. Ouais. Dernière partie de notre entretien. J'avais lu dans The Conversation, vous parliez d'un terme que moi j'avais jamais entendu en fin de compte comme ça, une guerre cognitive par l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous pensiez et comment ça se matérialise pour nous ? Par exemple, créer artificiellement la pénurie. Voilà. Et ça peut être fait soit à des fins de business, soit à des fins de déstabilisation d'un pays par un autre. Bon, et ça, les réseaux sociaux ne peuvent qu'amplifier ce type de manœuvre. Je vais prendre, vous savez, c'est un truc qui était assez classique, par exemple, alors c'était du temps de l'Union soviétique, mais les pratiques sont hélas restées les mêmes, où pour démontrer la supériorité du modèle communiste, on voyait par exemple dans la presse soviétique ou comme ça, les photos de queue devant chez Fauchon. Oui, je me rappelle. Voilà, pour dire, vous voyez, ils font la queue. Bon, mais ça peut faire sourire, mais ce genre de pratique, eh bien, crée de la déstabilisation. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile d'amplifier ou de créer de fausses pénuries. On l'a vu au moment, bien sûr, du Covid. Et donc, ça participe à la déstabilisation de notre système, un peu occidental au sens large, où l'individu a des droits, où l'individu, de respect des normes, alors que d'autres compétiteurs stratégiques n'ont pas du tout ces mêmes approches. Je vois par exemple, regardez, c'est un lien avec l'alimentaire, c'est et on le voit notamment sur certains réseaux sociaux, la course à la maigreur. Ouais. Et ça touche les jeunes filles, en particulier, et où on va leur faire et puis on va leur faire valoir, mais que les régimes machin, bien sûr. Avec une transformation, une alimentation ultra transformée. Donc c'est ça pour lequel il faut être extrêmement vigilant et sur lequel on est quand même, il faut le reconnaître, relativement désarmé. Ouais, on est vraiment désarmé. On le voit bien, là, il y a tout un tas de campagnes pour éviter que les enfants soient sur les réseaux sociaux, mais je me demande si c'est pas une guerre perdue. Enfin, je voudrais pas être pessimiste, mais... J'ai lu que l'OTAN, alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas ce que j'ai lu, prévoit d'intégrer la sécurité alimentaire dans des discussions qu'ils vont avoir cet été sur le sujet. Vous avez entendu parler de ça? Et ça aurait, en fin de compte, ils voudraient ajouter l'alimentation autour à ce qui est déjà très important, l'eau, l'énergie, les routes. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler? Oui, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que là encore, des déséquilibres créent des crises. Et donc, alors il ne s'agit pas de militariser la chaîne alimentaire, chaîne de transport, ainsi de suite, mais il s'agit de réfléchir sur quelles sont les crises potentielles, les fragilités. Voilà. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Je vais reprendre un exemple très concret. Les céréales. Bon, nous sommes gros pays producteurs de céréales. Bon. Et par exemple, Rouen est le premier port exportateur de céréales. Dire si mes réseaux de transport vers Rouen sont fragilisés, ne sont pas fiables, d'une part, la production va mettre du temps à arriver, elle peut être perdue, et donc je crée une pénurie, et ainsi de suite. Donc il y a nécessité de renforcer cette résilience de la nation. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa et de dire, voilà, c'est la guerre demain, mais voilà, de pouvoir faire face dans un monde qui est plus complexe et dans lequel, il faut être honnête, je prends le cas de la France, 98%, c'est un pourcentage que je lance comme ça, mais on va dire 90% de la population est totalement dépendante pour son alimentation du magasin. Ouais. Voilà. Il peut y avoir quelques îlots, dans les zones agricoles où on a encore son potager, mais on est totalement dépendant.
Bon, et cette dépendance qui est assumée, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en gros, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où la population en zone rurale pouvait avoir une certaine autonomie. Aujourd'hui, on est totalement dépendant. Il faut que cette dépendance volontairement assumée, on va pas planter c'est pas en plantant des tomates cerises sur son balcon qu'on va se nourrir. On a vu un peu ce qu'a donné l'agriculture urbaine. Voilà, il faut être réaliste, mais il faut que cette dépendance assumée, eh bien, elle soit résiliente et permette d'affronter, le cas échéant, des crises. Ma dernière question avant de conclure, il y a un terme qu'on entend partout, qui s'appelle transition alimentaire. Est-ce que ça résonne chez vous ? Si oui, quoi ? Sinon, quoi ? Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment le sujet de se dire qu'il faut végétaliser son assiette, qu'il faut manger moins de viande ? Est-ce que vous pensez que c'est le sujet Moi, je pense que... Alors, ça, après, c'est à la fois un problème de société, un problème de santé. Ouais. Je pense que c'est ça, de diversité alimentaire, avec, là encore, la contradiction entre le consommateur et entre guillemets, le citoyen. Une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, les modes de vie ne vont pas dans le sens d'une alimentation plus saine, plus végétale. Voilà, on bouffe mal, excusez-moi du terme, mais notamment en particulier, et je pense chez les 30-40 ans, parce que la pression professionnelle, la mobilité imposée, fait qu'on a moins de temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être revenir au banquet là-dessus, mais on voit bien qu'il y a un problème lié à la qualité de l'alimentation. C'est aussi un problème d'éducation. Et c'est là où on voit d'ailleurs que dans les écoles, et en particulier dans le primaire, il y a un très gros effort fait par les instituteurs et les institutrices pour éduquer à l'alimentation. Mais voilà, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit toute la nourriture transformée, ultra transformée, c'est pas forcément quelque chose qui soit très positif. Et on le voit avec, bien sûr, l'augmentation de l'obésité chez les jeunes, la moindre pratique du sport. On fait du sport dans la télé. Je suis sidéré quand on parle de e-sport. Pour moi, ça n'a aucune signification. Voilà. Et donc, un mode de vie très sédentaire, sédentaire et une mauvaise alimentation, c'est un problème de société. Or, le problème, c'est que les conséquences, elles ne se feront pas dans les 15 jours qui suivent, elles se font sur 5, 10, 15 ans. Or, aujourd'hui, on est dans le temps d'immédiateté. Et donc, voilà. Et là, il y a un rôle. Il y a un rôle de tous les acteurs. Et là, on en revient de responsabilité partagée. Bien sûr, les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, mais les parents, l'éducation. Tout le monde est concerné parce que les conséquences, on les paiera dans plusieurs années, avec l'augmentation de maladies cardiovasculaires, de cancers, ainsi de suite. Et c'est vrai que là, c'est compliqué parce qu'on a une confrontation, un choc de culture entre, finalement, il faudrait manger 5 légumes et puis on se précipite pour manger du fast-food et de... C'est plus rapide, c'est plus facile que de faire des haricots verts, en général. Alors, si vous aviez je ne vais pas dire un conseil à donner au ministère ni à l'État, c'est quoi la prochaine action à faire pour nous mettre en sécurité, on va dire ? On n'aime pas l'insécurité, nous, donc... Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau des organisations, où là, il faut des gens qui soient... c'est les professionnels. Et là encore, on parle de l'agriculteur au distributeur, l'industrie, le rôle de l'État au niveau européen, où il faut des gens responsables et qui soient en mesure de dialoguer. Et puis après, il faut aussi que le consommateur soit peut-être plus vertueux, plus responsable. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et là encore, on retombe sur un élément central, c'est l'éducation. Parce que l'éducation à la bonne alimentation, l'éducation au sport, tout ça, ça sera vertueux. Et puis, il faut que les gens dialogue. Il est vrai que l'urbain connaît mal le monde agricole. Le producteur connaît mal le consommateur et ainsi de suite. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de pédagogie. Remettre tout ça en maillage, en fait. Exactement.
Merci Général. Grâce à vous, aujourd'hui, on a un peu changé de focal, on va dire. On a regardé comment l'alimentation n'était plus réellement un confort, un acquis, comme dans les années 80, mais comme un front, comme un théâtre d'opération, comme une ligne de vulnérabilité, et qu'en fin de compte, il ne faut pas penser que c'est acquis, ce qu'on a dans Absolument, notre assiette, exactement. et qu'on doit être vigilant dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Avec Au grand revoir. plaisir. Merci, au revoir.